L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre nous. Alors, c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on vous accueille au Spa Bolton pour discuter avec M. Claude Provost Jr. Comme vous le voyez, nous sommes en face du petit mémorial qui est dédié à son père. Nous allons avoir plein de choses à se dire, parler santé, parler sport. Et je suis absolument convaincu que vous allez passer une belle demi-heure avec nous. Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit absolument magnifique, la rivière, le Spa Bolton, un endroit paradisiaque pour venir se détendre, un endroit de santé, en excellente compagnie, en compagnie de son propriétaire, Claude Provost. Claude, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Plaisir pour moi. C'est vraiment une expérience unique quand on vient ici pour plusieurs raisons. Évidemment, les soins de santé sont excellents. On est dans un cadre probablement l'un des plus beaux spas au Québec. Mais il y a une particularité. Et les gens qui arrivent ici, peut-être ceux de ma génération, sont moins surpris. Mais les plus jeunes arrivent et dans un coin, il y a un mémorial. Il y a la photo de votre père, Claude Provost. La question qui me vient tout de suite, c'est qu'on parle de Claude Provost senior et Claude Provost junior. Les deux se ressemblent beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence entre le père, le senior et le junior? Ou finalement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes vraiment une copie conforme de votre père? Bien, les gens qui me connaissent, qui ont connu mon père également, disent souvent que je ressemble beaucoup à mon père. Alors, mais moi, je pense qu'il y a une légère différence. Mon père était un homme de son époque, était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Qui aimait beaucoup rire avec les gens, puis tout ça. Même chose pour moi. Mais au niveau des affaires ou ces choses-là, j'ai pas de misère avec le vocabulaire quand vient le temps de parler de mon entreprise, puis tout ça. D'ailleurs, merci beaucoup pour les beaux mots, là, un des plus beaux spas. C'est vrai que le site naturel probablement un des plus beaux au Québec, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs beaux spas au Québec. Alors, c'est pour ça que c'est une activité qui est très populaire actuellement au moment où on se parle. OK. Donc, vous dites que vous êtes un homme de relations publiques et de parole, alors que votre père était plutôt un homme plus introverti. Exact, exact. À ces époques-là, les gens étaient moins habitués avec les médias, avec les relations publiques aussi. Alors, mais quand venait le temps de parler en public, ces choses-là, il était quand même à l'aise. Il y avait beaucoup d'amis, puis les gens le reconnaissaient parce que il faisait beaucoup de blagues, puis les gens aimaient sa compagnie. Une personnalité qui avait de l'entre-gens. Exact, exactement. Et quand vous êtes jeune, évidemment, vous vivez une enfance que peu de Québécois ont vécue. On peut dire quasiment privilégiée. Vous fréquentez des athlètes, des gens du Canadien de Montréal. Vous avez des souvenirs de cette période-là? Ah oui, j'ai beaucoup de souvenirs, malgré que lorsqu'il a joué son dernier match, j'avais 11 ans. Mais par la suite, on rencontre plein de monde. C'est d'ailleurs là que j'ai probablement fait la connaissance de plusieurs joueurs qui jouaient avec mon père à l'époque. Alors, c'est un privilège. C'est pour ça que quand vous m'avez demandé, M. Perra, pour l'entrevue, j'ai jamais hésité une seule seconde parce que, comme je vous ai dit, c'est des belles expériences qui se partagent. Parce que pour moi, je calcule que c'est un privilège d'avoir un père qui jouait pour les Canadiens de Montréal, qui a joué pendant tant d'années et ainsi de suite. Ça pique la curiosité des gens. Puis, c'était l'époque. Hein? C'est l'histoire du Québec, en fait. Et les gens vous interpellent quand ils viennent ici, ils vous posent des questions. Les plus jeunes, je suis curieux de voir, est-ce que les plus jeunes, ça les questionne? Ah, les plus jeunes sont souvent curieux. À savoir combien de fois mon père avait gagné le trophée Frank Selke, par exemple. Alors, je lui dis, bien, il n'en a pas gagné un parce que c'est Frank Selke qui avait embauché mon père. Okay. Alors, des histoires comme ça sont toujours très surpris. 9 Coupes Stanley, 11 parties d'étoiles. Alors, à l'époque, c'était des contextes un peu différents. Oui, effectivement, on a connu les belles années du Canadien de Montréal.
quand on pense que votre père a été 15 ans, si je me souviens bien, Ouais. avec le Canadien. Il n'y a pas beaucoup de joueurs aujourd'hui dans les contextes de contrat. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont aussi fidèles à leur club. Oui, effectivement, il était chanceux. 15 ans pour la même équipe, plus de 1005 matchs avec la même équipe, c'est quelque chose d'assez rarissime, même aujourd'hui. Alors, depuis la nuit des temps, ben les gars ont souvent des échanges ou des choses comme ça. Exact. Alors, de jouer toujours pour la même équipe pendant toute sa carrière, c'est quelque chose de quand même assez spécial. Quand Claude commence, c'est en 1955. Ouais. Et là, il connaît la belle période du Canadien avec Maurice Richard, Uh-huh. de 55 à 60. Et on arrive à une époque où la jeunesse commence déjà à pousser. Ouais. Pensez-vous qu'un jour, on pourra arriver à regrouper autant de jeunes? La question est peut-être un peu difficile. On pourra arriver à regrouper autant de Québécois pour former un club local qui va ressembler à cette époque-là? C'est sûr que les temps ont beaucoup changé. Si on regarde dans n'importe quel milieu, le sport est le reflet de notre société. Dans tous les milieux, tout a changé. Mais je pense que pourquoi pas ça pourrait pas arriver un jour d'avoir plusieurs Québécois ou d'avoir une équipe comme à l'époque aussi, même si la game, on appelle ça la game, là, je Oui, m'excuse c'est la correct. traduction anglophone. Exactement. Ça a changé, mais je pense qu'on pourrait peut-être revoir ça. J'aimerais bien, en tout cas. Il y a une marque de commerce de votre père, je pense, qui est assez unique. Claude, je peux parler de Oui. Claude, M. Provost, votre père, c'est un homme qui s'entraînait. Oui. Donc, c'est un précurseur. Ah oui. Quand on pense, je vais vous ramener une anecdote, en 72, quand les Russes sont arrivés ici, c'était tous des militaires. Mhm. Ils avaient tous joué pour l'armée rouge, il y avait de l'entraînement. Donc, M. Provost, il est quelques coches en avant des autres là, quand il commence à s'entraîner. Parlez-nous de ça, de cette Ouais. époque-là, à la Palais nationale. Oui, il y avait au tout début, c'était au Centre culturel à Montréal, sur le boulevard Saint-Joseph. Après ça, ça a été au Centre Paul-Sauvé à la Palais nationale. Là, alors, mais des fois, j'y demandais, parce que même l'été, ils n'arrêtaient pas. Des joueurs de cette époque-là s'entraînaient un peu moins l'été, contrairement à ceux d'aujourd'hui. Ils ont des programmes aujourd'hui avec même des diététiciennes, tout ce que vous voulez pour l'entraînement. À l'époque, il n'y avait rien de ça. Puis là, je disais à mon père, pourquoi tu t'entraînes tout le temps? J'étais jeune, Oui. c'était ma curiosité. Oui. Puis il me disait toujours, si je veux rester dans la Ligue nationale, faire ce que je fais, je ne peux pas me permettre d'arriver pas en forme au début de la saison. Parce qu'il avait comme tâche de couvrir les meilleurs joueurs adverses. Fait que si tu veux venir à bout de patiner avec ces gars-là, ben il faut que tu sois top shape tout le temps. Un visionnaire, Ouais. d'une certaine manière. Exact. Et vous, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, le petit Claude Provost, le petit gars de son père, il commence déjà à développer son côté entrepreneur quand il voit son père qui s'intéresse à sa santé, puis vous, ben, vous êtes devenu propriétaire d'un spa, ou c'est beaucoup plus tard que cette philosophie-là a commencé à vous gagner? Oui, c'était un petit peu plus tard. Quand que mon père a pris sa retraite, on avait, comme tous les joueurs de hockey à ces époques-là, Henri Richard avait ses brasseries, Maurice a eu des tavernes aussi, plusieurs joueurs avaient des... Et mon père a eu son hôtel dans les Laurentides, à Saint-Calix, on appelait ça l'auberge Claude Provost à l'époque. Ah bon, ça, je savais pas Ça a été OK. comme son fonds de retraite. Et Oui. après sa carrière, il s'est amusé avec ça. Et c'est là que, étant plus vieux, ben j'ai moi-même pris part à ce projet-là. Et c'est là que j'ai développé un peu le goût de m'occuper de tout ça. Puis à un moment donné, il est arrivé différentes situations. Puis ça a été une des premières... On a établi une des premières discothèques dans les Laurentides. OK. Parce qu'auparavant, c'était des orchestres qui étaient là. Puis là, je disais toujours à mon père, Père Colin. Les orchestres yéyés? un Oui, peu? oui, c'était Ouais, des bons orchestres. Les Baronnets, René Angélil, toute cette époque-là? Non, on avait notre orchestre OK, local OK, qui jouait des covers comme de Santana, de Chicago à l'époque. OK. On remonte dans les années 70. Absolument. là. Très bonne musique, d'ailleurs. Et puis, mais ce que j'aimais moins, c'est que le plancher de danse était toujours plein. Puis là, les gars arrêtaient pour prendre un break d'à peu près 20 minutes. Fait que là, ça cassait le beat un peu. On mettait des disques dans un jukebox, mais de la musique dans un jukebox, mais c'était pas pareil. C'est à ce moment-là j'avais embauché avec mon père un DJ. OK. Il dit, j'ai une discothèque mobile les week-ends. Je sais quoi, c'est une discothèque mobile. Puis là, il m'a expliqué c'était quoi le concept.
Puis dans les années 73, c'est l'époque disco, 75-76. Oui, oui. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis par après, ben, on a reviré ça en discothèque, puis ça a été très populaire. Fait que c'est là que le goût de l'entrepreneuriat m'a pris. Puis depuis ce temps-là, ben... Ça se voit, hein, de la façon dont vous en parlez. Vous aimez monter des choses, vous aimez vous donner des défis. Oui, j'ai eu quand même beaucoup d'expérience, parce que j'ai travaillé aussi longtemps à la brasserie O'Keeffe à Montréal. Puis après, O'Keeffe et Molson ont fusionné. Alors par la suite, je suis allé chez Molson, ce qui m'a donné un bagage d'expérience incroyable. J'ai rencontré des gens extraordinaires, autant dans les deux compagnies. Puis, vous étiez en marketing à ce moment-là? Non, j'ai tout fait. J'étais sur les camions, j'ai travaillé à l'intérieur à l'embouteillage. Un peu plus vieux, j'ai été comme représentant, j'ai été contremaître, j'ai tout fait. Alors, ça donne une fichue de belle expérience. Absolument. Pour démarrer une entreprise éventuellement. Puis à 42 ans, je me suis lancé, puis c'est comme ça que le Spa Bolton a vu le jour. Comment vous avez trouvé le terrain? J'avais un chalet pas loin d'ici. Et ben je disais, puis j'étais amateur de bains polaires, de bains nordiques. À l'époque, ça s'appelait le Relais Santé de la Rivière-Simon. Ça ne dit pas grand-chose à personne. C'était sur le bord de la Rivière-Simon. Par après, c'est devenu le Polar Bears Club dans les Laurentides. OK. Et aujourd'hui, c'est le Strom qui est là. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé avec les bains nordiques. Puis là, ben, quand j'ai vu le site ici, avec un beau site naturel, mais par contre, Bolton était un peu moins connu. Et dans les cantons de l'Est, les bains nordiques n'étaient pas connus à l'époque. Exact. Excusez, pardon. Ça va. Alors, j'étais le précurseur, j'étais le 4e au Québec dans les bains nordiques. Il y avait le Polar Bears Club, au Furo à Moore-Knights, puis tu avais le Scandinave de Vincent Danfous à Tremblant. OK. Alors, j'étais le premier à sortir des Laurentides. Et aujourd'hui, on est plusieurs, mais ça a été une belle expérience. Ça a été difficile dès le début ou c'était un succès immédiat? Ah, il n'y a rien de facile. Hein? OK. Faut travailler. J'étais là. Je me souviens, au début, les gens me disaient « Allez dans la rivière en plein hiver. » Oui. Là, les gens n'étaient pas sûrs. Je disais « Allez-y. » Après avoir pris un bon sauna, il fallait expliquer aux gens comment bien faire le concept. Et si tu fais bien le concept, tu vas adorer ça. Si tu le fais pas bien, si tu vas dans la rivière et tu n'as pas assez de chaleur des saunas, ben c'est pas agréable à ce moment-là. Fait que ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. Puis aujourd'hui, ben il y a beaucoup de gens qui sont des adeptes maintenant de ces endroits nordiques-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en retrouve pas mal au Québec. Et il y a des fichus de beaux sites aussi au Québec. Fait que c'est un beau mouvement. Puis je pense que c'est l'anti-stress par excellence. Surtout, parce qu'on a besoin de ça. Dans la civilisation électronique branchée où on est rendu, on a besoin de la nature. Exactement. Vous m'avez parlé d'O'Keeffe et de Molson. Il y a une anecdote que vous m'avez contée. J'aimerais ça l'entendre à nouveau. Quand vous avez joué au hockey, oui. Vous êtes un joueur de hockey. Avez-vous aspiré à devenir un joueur de la Ligue nationale? Oui. Je me voyais naturellement dans la Ligue nationale. Hein, mais le père. Je n'avais pas tout à fait la grandeur, mais j'ai quand même terminé ma carrière avec, à l'époque, c'était les festivals de Hall. OK. Par après, c'était Lalé Lalonde qui était instructeur. OK. Par après, c'est devenu Marcel Pronovo avec les Olympiques de Hall. Puis à 18 ans, à cause de 2 fois des blessures aux genoux, puis j'étais toujours dans les années 77 à peu près, 78. C'était dans les périodes où les Broad Street Bullies gagnaient les Coupes Stanley. C'était, oui. Très dur, merci. Les clubs juniors à l'époque, il y avait deux, trois joueurs de petite taille comme moi, puis le reste, c'était tous des taupins qui avaient comme but d'intimider les jeunes. Fait qu'on se faisait brasser un peu, tout ça. Mais ça a été une belle époque, j'ai adoré ça. Mais après ça, quand ça fait 2 fois que tu as des blessures aux genoux, j'ai changé Vous avez changé. Oui, c'est là que... Et là, je vous interromps. Et là, il arrive la discussion fatidique. Avec mon père. Où vous dites à votre père, écoute, papa, j'ai le goût d'aller jouer en France. Oui, exact. Et continuer le reste. J'avais le goût, C'était ce qui était nouveau à l'époque. Oui, c'est ça. Oui. Puis il y avait un de mes amis, Michel Desjardins, que je salue en passant, qui jouait à Lyon en France. Puis j'avais l'intention d'aller là. Parce que, bon, c'était 36 parties par année, puis les conditions semblaient belles. C'était de calibre de junior B, à peu près, à l'époque.
junior B de la Ligue métropolitaine. C'était quand même un bon calibre Tout de à hockey. fait. Et puis mon père m'a... Patinoire plus grande, Oui, moins de exact. risque de se blesser. C'est ça. Puis mon père m'a convoqué, puis il m'a dit, Junior, il dit, si j'étais toi, j'y repenserais. Il dit, j'ai peut-être l'opportunité, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider à aller travailler chez O'Keefe à l'époque. Et moi, mon but, j'avais 18 ans, c'était d'aller en Europe, puis mon stock était prêt, tout, je m'en Ouais, allais. vivre vos expériences. Puis là, naturellement, un peu fru, je m'en vais dans mon coin, puis je me dis, ouais, si j'écoute pas un gars qui a joué au hockey toute sa vie, c'est les meilleurs conseils que tu peux avoir. Ouais. Fait que pour une fois, j'ai écouté ses conseils. Ça a été long, ça n'a pas été facile au début. Il me disait, lui, que il y en a qui réussissent, il y en a que ça va bien, mais à l'époque, c'était tout nouveau. Alors, il y en a aussi qui revenaient au Québec à 31, 32 ans, à rien avant d'eux. là. Absolument, c'était plus difficile. Fait que j'ai décidé de rester ici à Vous ce y en moment. avez voulu à ce moment-là? Non, Non. pas voulu. Vous étiez choqué, vous dites non? Bien, sur le non? coup, parce Oui. que moi, j'étais prêt à partir, puis je me OK. disais, ah. Mais quand quelqu'un qui a autant d'expérience Oui. que lui en avait dans le hockey, puis il en a vu du monde. Oui. Il ne m'a pas tout conté les histoires de gens qu'il a vus. Mais j'ai suivi son conseil, puis aujourd'hui, quand je regarde la situation où je suis, je ne regrette pas de l'avoir suivi, Je de l'avoir pense, écouté. je pense que c'était un bon Ouais, choix. exact. Vous dites, mon père a vu beaucoup de monde. Oui. Il y avait des amis. Oui. Il y avait des gens qui étaient plus amis que d'autres. Oui. Quels étaient les gens? Parce que nous, notre génération, on a connu, bon, tous ces gens-là, c'était nos idoles. Claude était nos idoles. Robert Rousseau, Jean Béliveau, Geoffrion, Henri. Qui était le grand chum de votre père? Dans les joueurs de hockey, là, ceux qu'on a mentionnés, il y avait Henri Richard, naturellement, Jean-Guy Talbot, OK. qui est récemment décédé, là, que sympathie encore à toute la famille. Oui. M. Béliveau, Jean Béliveau, a été un grand ami. Même si M. Béliveau semblait souvent avoir plusieurs cordes à son arc, Oui. il travaillait beaucoup pour la brasserie Molson et ainsi de suite, mais c'était dans son cercle d'amis. Quand il y avait des confidences à faire ou des choses à discuter ou des bons chums avec qui jouer OK. au golf, ben Jean-Guy, Henri, Robert Rousseau aussi. OK. Gilles Votre père jouait au Tremblay. golf? Oui, oui, Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ouais. C'était l'occasion de se rencontrer, C'était l'occasion de se pour prendre un rencontrer petit verre. au chic et défunt club de golf New Glasgow, OK. près de Saint-Jérôme, qui Oui. n'existe plus aujourd'hui, Oui. malheureusement. Moi, j'ai commencé mon golf avec la famille Miller, Richard Miller, toute la famille Miller qui était pro là. Alors, mon père était souvent là. C'était notre deuxième maison, là. OK. Ouais. Et on parle d'Henri, on parle de Jean. Il y a une anecdote aussi que j'ai entendue. M. Béliveau se faisait un peu négociateur. À l'époque, il n'y avait pas de gens négociateurs. On est dans une autre ère, là. Ouais. Et les gens négociaient leur salaire directement Ah ouais, avec le ça. propriétaire. Est-ce que je peux vous pour le bien-être des jeunes aujourd'hui qui s'imaginent que les joueurs de hockey commencent tous à 785 000, Ouais. c'est le salaire de base pour rentrer dans la Ligue nationale, je pense, oui. aujourd'hui. Ouais. À combien M. Provost était payé en 1955? Eh mon Dieu, de ce que j'ai vu, M. Perras, c'était aux alentours de 7 500, OK. qui, à l'époque, la moyenne des gens faisait environ 2 000 par année. Là. OK. Fait qu'à l'époque, c'était quand même un pas pire salaire. Exact. Rien à voir avec aujourd'hui. Puis, il y avait des bonnies de 500 si on finit champion. OK. À l'époque, le titre d'être champion de la Ligue était très important. Oui. Il y avait aussi un boni si tu gagnais la Coupe Stanley. Fait que c'était à peu près dans ces eaux-là. Son dernier contrat, qui l'a amené à la fin de sa carrière, 69-70, c'est ça? Oui. Son dernier contrat, ça avait été 3 ans pour 50 000 par année. Ce qui était bon. C'était très bon à l'époque, mais à l'époque, il y avait quand même 7 ou 8 Coupes Stanley derrière la cravate. Oui. là. Oui. Fait que c'était quand même... Alors, comparé aujourd'hui, ça ne se compare pas, Oui. mais tout est différent aujourd'hui. Là, vous m'amenez sur un terrain, ça m'a pris du temps avant de le sortir parce que c'est un sujet qui est épineux. Pour ça, on l'aide vraiment. Vous parlez de nombre de Coupes Stanley. Claude Provost, malgré le fait qu'il a gagné 9 Coupes Stanley,
n'a jamais été reconnu au Temple de la Renommée. Ouais. D'ailleurs, j'en profite aussi pour le montrer. Je sais pas, les gens qui sont des lecteurs, allez à la bibliothèque de Magog, prenez le livre de Serge Bouchard, Un café avec Marie, et vous allez voir, il y a un chapitre complet qui est dédié à Claude Provost, Ouais. qui était son idole. Mhm. Et je vais me permettre de dérouler ça parce que on en a parlé. Il dit « Son visage inoubliable devrait se retrouver en 3 dimensions au plafond du Centre Bell. C'est lui le vrai fantôme du forum. La gueule du sacrifice, la gueule du gagnant. » La gueule du gagnant, là. Je ne sais pas combien de buts a compté M. Graham Bell. Aucun à mon souvenir. Je propose donc, en toute justice et en sacrifiant la commandite, que le Centre Bell soit renommé Aréna Claude Provost. C'est quelque gros, chose pour c'est gros. l'honneur des simples travailleurs oubliés au Panthéon des champions. Au Panthéon des champions oubliés. Des champions Ouais. oubliés. Ben écoutez, c'est... Bon, On vous en parle beaucoup de ça. Oui, ben, quand ça a sorti, c'était à l'émission de télé de radio de Serge Bouchard. Oui, Et puis, mais ce que j'aime, c'est de voir... pour Serge Bouchard, mon père était son idole. oui. Alors, de voir comment est-ce qu'un idole aujourd'hui, de voir comment est-ce qu'un idole pouvait avoir cette influence-là. Il voit même le visage de mon père en 3 En 3 tu sais, à un dimensions. moment donné, C'est là, quelque chose. Non, mais ou l'Aréna Claude Oui, Provost, oui, c'est oui. big, là. Tu sais. Oui, oui. Il me semble qu'il y en a d'autres, là, des Maurice de ce monde et ainsi de mais suite. quand même, c'était le Mais sien. C'était le sien. Oui. Alors, c'est important, puis c'est le fun de voir ça. En fait, si vous êtes capable de retrouver, on peut le retrouver même sur le web, l'émission de radio de Serge Bouchard, OK. avec son idole Claude Provost. Et sa grosse voix, là, Oui, de sa basse, voix, là. là. Puis, Oui. moi, c'est le plus bel article que j'ai entendu sur mon père. Ça dit tout. Absolument. Alors, c'est bien Alors, fun. je le répète, Un café avec Marie de Serge Bouchard, c'est un livre à se procurer à la bibliothèque de Magog. Parlez d'idole. Oui. On parle-tu d'idole? Ah, bah oui. Hein? On peut parler d'idole? Ben oui. Vous avez eu votre idole qui était votre père. Oui. Puis, de façon très ironique, Ouais. Claude Provost, il surveillait qui sur la glace? Ah, c'était... Bobby Hall avec Chicago. Oui, Alors, je pense que vous aviez en haute estime aussi, monsieur Bobby Hall. Bobby Hall. Puis je vous ai conté l'anecdote. Oui, que répétez-moi Jerry Trudel, un journaliste qui faisait à l'époque, entre la première et la deuxième période, puis bien souvent, à l'époque de Noël, il faisait dans les familles des joueurs de hockey. Fait que Jerry demande à mon père, il dit « Peux-tu poser une question à Junior, à ton gars? » Mon père, il dit « Ben oui, il dit, il connaît le hockey. » Puis il dit « Tu vois. » Fait qu'à la fin de l'entrevue, Jerry Trudel, puis à ce moment-là, tout le monde avait un chapeau, puis ainsi de suite. Puis il dit « Vous, jeune Provost, il dit, qui est votre idole? » Lui, il est bien sûr que je vais dire mon père, Claude Provost. Ben non, moi j'ai dit Bobby Hall. Alors, Jerry Trudel, les 2 bras lui ont tombé, puis il regarde mon père. Mon père, il a dit, je te l'avais dit qu'il connaissait ça, le hockey. Hein? Fait que, ouais, effectivement, Bobby Hall, c'était mon idole. J'aimais beaucoup ce joueur-là. C'était un gars qui, même si mon père le couvrait à l'époque, c'était un gars qui avait un bon lancer frappé. Il avait une bonne shape de joueur de hockey. Il était taillé au couteau. Absolument. Puis il y avait tout. Il y avait une belle gueule. Il y avait tout ce gars-là pour réussir. Super vedette à Ben, l'époque. ça a d'ailleurs été le premier millionnaire du hockey avec les Jets de Winnipeg à l'époque. Tu sais, fait que... Oui. Le temps file. Contez-moi l'anecdote. Vous avez 52 ans et vous décidez de vous rendre au centre Étienne-des-Marteaux. Oh boy, OK. OK. Ça, je veux que les gens l'entendent. Oui, bien, il y avait... je me souviens plus de la compagnie. C'était un bon gars qui fait ça. Il avait invite des joueurs de hockey à signer des autographes. C'était au centre Étienne-des-Marteaux. À l'époque, je pense, c'est juste à côté du stade Saputo. Puis je vois à RDS la veille, ils ont interviewé Bobby, puis tout ça. Je dis, tabarouette, j'ai jamais rencontré Bobby de ma vie. Alors, je me suis rendu à cet endroit-là. J'ai attendu à la fin. Puis, je suis passé finalement en face de Bobby. Il dit, le fait que vous êtes le dernier, il dit, monsieur, il dit, je vais vous offrir une photo autographiée. Chose qu'il ne faisait pas normalement. J'ai dit, c'est-tu possible de la dédicacer? Il me dit, il dit, à qui vous voulez que je la dédicace? Bien, j'ai dit,
c'est possible juste de marquer à Claude Provost Junior. Fait qu'il Et- commence à et là, c'est écrire. le choc. Là, il me regarde. C'est là qu'il a réalisé que j'étais le garçon de Claude Provost. On a jasé une bonne demi-heure de temps, puis c'était bien le fun. Une belle rencontre. Une super belle rencontre. Vous aviez partagé aussi avec les autres enfants du club à l'époque, quand vous étiez plus jeune, vous aviez des amis au sein de la famille du Canadien? Oui, bien, on était tous les jeunes, là, quand on se rencontrait dans la période des fêtes et ainsi de suite. On allait sur la patinoire, on jouait dans le forum. Il y avait souvent les enfants d'Henri qui étaient là, Denis puis Gilles. C'était des bons amis d'enfance. Oui, c'est ça. Il y avait Danny Talbot qui était là. Puis de temps en temps aussi, je jasais beaucoup avec Hélène Béliveau. Hélène qui a toujours été gentille, on a toujours eu du plaisir. Puis toute cette petite gang-là, on s'est suivi au fil des ans. Au fil des années. C'est ça. Fait Vous que, envoyez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous envoyez encore aujourd'hui? Il nous reste 2 minutes exactement. ouais. Non, On aujourd'hui, arrive presque en supplémentaire. en supplémentaire. Oui. Aujourd'hui, je vois à l'occasion la famille Richard. OK, Normand Richard, André Richard, même Maurice Junior. OK. Alors, en passant, la famille Richard sont tous venus ici au Spa Bolton une Ah année. oui! Fait que ça a été bien agréable de C'est les le fun. accueillir. Fait que non, je vois eux. À l'occasion, je vois Hélène Béliveau OK. aussi, qui joue au golf au parcours du Cerf à Longueuil, puis Quand tout même. ça. Fait que de temps en temps, on se voit. Les femmes avaient un autre rôle à ce moment-là. Aujourd'hui, ils font partie d'activités caritatives. C'était pas le cas à cette époque-là. C'était hein? différent, non. En fait, il y avait un local pour les femmes, puis ils se réunissaient là, puis ça jasait de tout et de rien. Là. Ça se racontait leur vie familiale et ainsi de suite. Ça parlait pas beaucoup de hockey. OK. Ils étaient tous contents de se voir. Alors, il nous reste peu de temps. Ça a été, écoutez, on aurait pu parler encore pendant une bonne heure. C'était enrichissant. C'était le fun, dans un contexte magnifique. Des belles histoires. Ah, écoute, pour nous, ça nous ramène Ben ouais. C'est notre jeunesse. Exact. C'est notre jeunesse. Pour terminer, M. Claude et nos auditeurs, nous allons terminer sur des images Oui. de 1967. On retourne à l'époque où on commence la saison avec les Rangers de New York et on va vous montrer un but de Claude Provost sur une passe de Jean Béliveau et de Robert Rousseau Parfait. en pleine année de Terre des Hommes. Ah oui. Oui, c'est une année qu'on ne Ouais. peut pas oublier. Hein? Marquant. Alors là-dessus, je voudrais remercier toute l'équipe technique. Une très belle équipe technique. Ben je ouais. voudrais remercier aussi M. Renaud, notre régisseur, notre superviseur, qui a autorisé cette rencontre-là aujourd'hui. Et puis, ben quoi vous dire d'autre qu'une bonne continuité. Puis, Merci. Et voilà. Il joue ce soir à l'aile gauche avec Béliveau et Provost, devant le trio présentement de Hatfield, Nevin et Fleming. Le disque est pris par Béliveau. Il contourne le but, la remise à Harris, et ensuite bien arrêté par Giacomin. Hélas, dispute à rondelle, prise par Béliveau, par Rousseau, devant Rousseau, bravo, il en fait compte. La belle passe. Le jeu de Rousseau avec une passe à Claude Provost, qui marque ainsi son premier but de l'année.